Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Plein Grandes Écoles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode au Chinese Business Club. Nous allons avoir l'opportunité d'échanger, de rencontrer les dirigeants de top entreprises, d'Havas, de Clarins, bref, des sociétés françaises que vous connaissez tous. C'est parti, bon épisode à tous. On est en présence de Yannick Bolloré, dirigeant d'Havas Group. Yannick, pourquoi vous êtes présent aujourd'hui au Chinese Business Club ? Oui, écoutez, j'ai reçu l'invitation de la part d'Harold, le président du Chinese Business Club, pour venir intervenir en tant qu'invité aujourd'hui. Je suis très heureux de voir le développement de ce club, puisque ça faisait 6 ans que je n'étais pas venu. Et d'un groupe qui était plus restreint, on est un groupe très large, parce que je crois qu'il y a 330 personnes aujourd'hui. Donc je suis très très heureux de retrouver des visages familiers, de rencontrer des nouvelles personnes. Parfait, merci beaucoup Yannick. De ton expérience entrepreneuriale très riche, quels enseignements tu as tirés de toutes les expériences que tu as pu avoir ? Alors c'est compliqué de résumer ça en une phrase, mais ce qui est certain, c'est que chaque expérience nourrit la suivante. Et à la fin, peut-être le plus important, c'est les humains, le talent, les équipes, les collaborateurs. Donc si j'ai un conseil pour vos étudiants, c'est de bien vous entourer dans le choix de vos partenaires plus tard et le choix de vos équipes quand ce sera à vous d'en manager. Havas recrute beaucoup d'étudiants issus des meilleures écoles françaises et internationales. Qu'est-ce qui vous attire principalement pour des profils qui nous regardent, qui seraient intéressés par vous rejoindre demain au sein d'Havas ? Écoutez, évidemment, on recrute beaucoup. On doit recruter quasiment 1000 personnes par an en France. Ce qui nous attire le plus, je pense, c'est de trouver des gens curieux, qui restent curieux intellectuellement, curieux créativement, et qui s'intéressent aux autres et qui seront capables de rentrer dans cette culture de la famille Havas. Comment on arrive à développer une entreprise qui est devenue internationale, qui opère dans tout le globe finalement aujourd'hui au sein d'Havas ? Écoute, là encore, c'est les équipes, parce que quand on opère un groupe de 23 000 personnes présentes dans plus de 100 pays, c'est forcément pas tout seul qu'on le gère. Donc c'est avec une équipe, un directeur financier, un secrétaire général, des patrons de branche, des patrons de pays, des patrons d'agence. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'opérer avec le succès que l'on rencontre actuellement. Nous sommes en compagnie de Laurent Dassault, en charge de la diversification du groupe Dassault. C'est quoi un petit peu les différentes responsabilités et les différentes missions que vous occupez actuellement, Laurent ? C'est très simple, il faut utiliser l'argent qu'on a pour faire des choses bien dans différents domaines et il ne faut pas se tromper, on n'a pas le droit de se tromper. Mais avec mon grand-père, j'ai appris la règle d'or qui est de suivre ses instincts et ses impressions. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu les différentes actions stratégiques que vous avez pu mettre en place ? Le vin et le champagne, bien sûr, parce que Château Dassault, c'est quand même une institution dans notre famille. Et c'est un peu l'histoire aussi de la famille. Et puis, tous les secteurs qui marchent bien, on essaye de ne pas se tromper surtout. C'est intéressant. Dassault, c'est une entreprise qui a la cote, notamment auprès d'étudiants de grandes écoles d'ingénieurs, mais pas que. Et justement, quel message a passé aux étudiants de business school, de grandes écoles d'ingénieurs qui souhaiteraient rejoindre les rangs de Dassault ? Je crois que la règle d'or, c'est de faire ce qu'on veut et ce qu'on aime. C'est le b.a.-ba, parce que si on fait ça, on le fait bien. Merci beaucoup Laurent. Je suis avec Achille, magicien, très connu. Et là tu m'as proposé un tour. Avec plaisir. Mec, je te laisse me dire stop quand tu veux. Allez, stop. Tu prends la carte, tu la montres à la cam, à la foule en délire. C'est bon pour toi ? Ok, c'est bon, ouais. Ok, je te laisse la reposer. Allez, C'est good, je le montre une dernière fois à la cam. c'est bon, c'est tout Je ça. veux pas voir tout ce que bon. c'est. Je mélange un petit peu les cartes comme ça. Tu me donnes combien de temps pour retrouver la carte ? 5 secondes. 5 secondes, ok. 5, 4, 3, 2, 1. Il y a une carte. C'était bien ça. C'est ça, on est bon ? Ok, roi de cœur, regardez bien. Je prends le roi de cœur. Je le perds comme ça à l'intérieur du paquet. Est-ce que tu peux claquer des doigts, s'il te plaît ? Regarde bien. Normalement, il y a une carte qui... On y était presque. Okay, Roi de trèfle, on y était presque. Tiens, mets ta main comme ça. Regarde bien. Roi de trèfle, tu peux t'approcher un peu avec la cam ? Roi de trèfle, si je frotte un petit peu comme ça,
Est-ce que tu as senti quelque chose? Non, pas grand-chose. Tu peux retourner la carte? Vas-y, je t'en prie. Je te laisse la retourner Ah. toi-même. Roi de cœur, on est bon? C'est très fort, magnifique. Magnifique. C'est quoi ton arrobase? C'est @achillemagic, @achillemagic avec un C à la fin. Louis, tu es le fondateur de la startup Speak Elite. Tu as monté Rhetoricart, un jeu de cartes interactif. Est-ce que tu peux nous en dire davantage? Avec plaisir Dorian, Rhetoricart est né de la constatation que les jeunes, nous, mes camarades, avaient beaucoup plus de mal à s'exprimer et à débattre. Car nous sommes un peu dans des espèces de bulles à pensée unique, tous autant que nous sommes. Et donc on a créé un jeu pour justement nous faire sortir de ces bulles et nous faire débattre, argumenter. Du coup on a fait 4 catégories, les loufoques. Chaque carte est recto verso, proposant les deux côtés du jeu, les deux côtés du thème. Ensuite on a polémique, avec des sujets beaucoup plus piquants. On va peut-être commencer à se taper dessus, mais il faut quand même rester intelligent et accepter le débat. Ensuite, on a philosophique. On a aussi, toi, tu vas le connaître particulièrement bien ce sujet, avec Mister Prépa, car on avait la morale universelle. Il y a ou il n'y a pas une morale universelle. Ah. Et ensuite, on a socio-économique, qui propose des sujets beaucoup plus politiques et sociaux. Du coup, avec ce jeu, ça va nous permettre de débattre avec ses amis, avec sa famille, ou de s'asseoir, de se poser et de tranquillement réviser un peu sa culture générale. Parce qu'encore une fois, avec les réseaux, avec tout ça, c'est beaucoup plus dur pour nous de nous cultiver objectivement sur des sujets qui nous tiennent chers. Parce que nous, les jeunes, on adore débattre. On a des opinions très fortes, on aime bien les défendre. On voit dans les commentaires des vidéos sur TikTok, sur Instagram. Donc, C'est ça, mais au final, on n'a pas vraiment de contenu pour savoir le défendre. Et on n'a pas non plus la forme pour savoir le défendre. Parce que c'est pas un truc qu'on enseigne au lycée ou même à l'université. Donc nous, on a essayé de remettre ça au premier plan de l'éducation et même des jeux de société, c'est le débat. nous sommes en compagnie de Christian Courtin, dirigeant de la société Clarins. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre parcours, Christian ? Alors mon parcours a commencé avec une école de commerce qui n'était pas une grande école parce que je n'avais pas fait suffisamment de mathématiques à l'époque, mais qui était une école qui était sur la gestion et sur le marketing et je dirais toutes les possibilités humaines. Donc c'était assez nouveau à mon époque et c'est ce qui m'a permis de bien réussir. Moi, ma vie, je l'ai fait j'ai ouvert 130 pays pour la société Clarins. Aujourd'hui, on exporte 95% et on fabrique 100% en France. Donc 95% est exporté, tout est fabriqué en France, sauf les crayons à couleur, parce que pour mettre des mines dans des crayons, ce sont des spécialistes et c'est une spécialité que nous n'avons pas. Mes recommandations pour un étudiant, c'est de toujours chercher l'excellence, c'est-à-dire que quel que soit son choix, il faut qu'il ait une idée d'essayer d'aller le plus loin possible. La deuxième recommandation, c'est d'essayer de ne pas faire comme les autres, c'est-à-dire c'est de faire mieux. Et je vais vous donner la devise de mon groupe de Clarins, c'est faire mieux, faire plus et aimer le faire. Après, moi je dirais essayer d'aller travailler à l'étranger parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Faites des études à l'étranger si vous pouvez, si vous en avez les moyens, s'il y a des possibilités qui vous sont offertes, car le monde est grand. C'est important de voyager. Moi, quand j'ai eu de la chance d'avoir un père qui m'a aidé dans mes voyages, et à 14 ans, j'avais déjà fait le tour du monde. Donc si je lui disais que je voulais aller dans une ville où on fait la fête, il ne me donnait rien. Si je lui disais que je voudrais aller dans tel pays, il m'aidait. Bon, je travaillais un peu. C'était plus facile à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de jobs d'été et j'ai tout fait. Et j'ai beaucoup appris en faisant tout, en vendant des glaces, en mettant de l'essence dans les voitures, en lavant les pare-brises, en étant serveur, etc. Et on apprend la vie et c'est important. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a un manque de bon sens. Et ce bon sens, on le trouve avec les métiers manuels. Donc dans la carrière d'un étudiant, ce que nous on appelait les stages ouvriers, qui ont pratiquement disparu, parce que c'est compliqué, parce qu'il faut faire des papiers, alors qu'avant c'était assez simple. Hein. Et ça manque beaucoup. C'est-à-dire que parfois on s'aperçoit qu'il y a un manque de bon sens. Puis alors quand on regarde nos politiciens, il y a un manque de bon sens total. C'est clair, justement tout le monde connaît la société Clarins. Si demain un étudiant d'une grande école souhaite rejoindre la société Clarins, quelles sont les démarches, quels sont les profils que vous recherchez, que vous mettez en avant au sein de votre belle société ? Quelqu'un qui cherche toujours la perfection, qui ne s'arrête pas aux choses établies, qui cherche à aller un tout petit peu plus loin, parce que si vous voulez, la société Clarins, elle est dans sa position parce qu'on a toujours été très innovant.
On a eu plein de produits qui ont été des innovations dans le monde de la parfumerie. Ça a été l'eau dynamisante, c'était le double sérum, qui est inspiré de la biomimétisme. Donc il faut toujours ne pas avoir peur d'aller regarder ce qui se passe de l'autre côté de la porte de façon à voir. Et pour ça, il faut savoir écouter. C'est-à-dire qu'il faut accepter que les gens ne pensent pas comme vous. Il faut savoir discuter, il faut savoir argumenter et non pas être dogmatique. Je sais tout, c'est comme ci, c'est comme ça. Non, la vie est beaucoup plus compliquée. Et aujourd'hui, si vous voulez, on a l'impression qu'on est soit tout noir, soit tout blanc, et on ne peut pas être normal. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le préfet, mon général, chers amis, le Chinese Business Club est heureux d'accueillir en invité d'honneur monsieur Yannick Bolloré, président directeur général du groupe Havas et président du conseil de surveillance de Vivendi. J'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouvelles sociétés membres du Chinese Business Club, Back Market, l'Hôtel Castille, Welcome Group Air and Rail, l'Étude Paris Notaire, Inneuro, Splang, Malakoff Humanis, iCycle, Léa Séguier, Globetrotter, Baudouin-Nirel, LR Paris, France Gallo et Lacoste. J'en profite également pour saluer Olivier Courreau, président des cosmétiques Olivier Clair, et le féliciter pour le très gros partenariat qu'il vient de signer avec la Chine. Yannick Bolloré, merci d'être présent aujourd'hui pour partager avec les membres du Chinese Business Club le parcours qui a fait de vous l'un des leaders les plus influents du monde des médias et de la communication. Vos premiers pas vous conduisent à l'âge de 21 ans seulement à créer votre première entreprise, WY Productions, qui compte aujourd'hui à son actif de nombreux films marquants du cinéma français. Très tôt, vous apprenez à combiner audace et créativité dans l'univers exigeant de la production audiovisuelle de notre pays. Vous rejoignez à l'âge de 26 ans le groupe familial Bolloré et vous poursuivez cette trajectoire avec une vision claire, faire rayonner de nouvelles idées dans un paysage en pleine mutation. Votre implication dans le développement de la chaîne Direct 8 en est un bel exemple. Vous savez transformer vos ambitions en réalité concrète et le secteur salue l'étendue de votre vision stratégique et de votre aptitude à piloter des projets complexes dans un environnement en constante évolution. Vous prenez donc la vice-présidence d'Havas en 2011, puis la présidence et la direction du même groupe 2 ans plus tard. Dès lors, vous ne dirigez pas seulement un groupe de communication globale, mais vous insufflez une vision, une stratégie innovante qui fait de l'entreprise un acteur moderne et inspirant. Votre approche, combinant leadership, exigence et ouverture au changement, en est un exemple pour tous ceux qui aspirent à diriger avec impact et responsabilité. Vous annoncez en 2024 le lancement d'un plan stratégique qui prévoit un investissement de 400 millions d'euros dans l'intelligence artificielle et la data, autour d'un système d'exploitation unique pour toutes vos agences et tous vos clients. Vous continuez ainsi à montrer que le leadership ne se mesure pas seulement aux résultats, mais à la capacité à guider, à anticiper et à inspirer tous ceux qui vous entourent. Je vous remercie de votre attention et je cède la parole à monsieur Yannick Bolloré. Merci Harold, merci à tous. Alors, en général, avec les invités d'honneur, soit on fait un discours, soit on fait des questions-réponses. Exceptionnellement, aujourd'hui, avec Yannick Bolloré, on va procéder à des questions-réponses parmi vous dans la salle. Donc, première question, Véronique Youn, présidente des Caviars Ultreya. Bonjour Monsieur Bolloré. Pour commencer, quelques mots sur cette année de transformation pour vous et Vivendi. Pouvez-vous nous en dire un peu plus quant à la scission du groupe en 4 entités? Qu'en est-il aujourd'hui? Parfait. Écoutez, merci beaucoup pour votre question. Merci à toutes et tous d'être présents aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Harold, pour ton invitation. Je crois que la dernière fois que j'étais venu, c'était en 2019. J'avais commencé mon discours en disant « Ni hao ». Il n'y a plus besoin. Je crois qu'il n'y a plus besoin, oui. Je me rends compte que ça a beaucoup changé ici. Voilà, non, écoutez, évidemment, c'est un grand honneur d'être présent avec vous. Peut-être commencer par répondre à cette question ô combien importante, puisque
Le groupe Vivendi, au cours de ces 12 derniers mois, a mené un plan de transformation extrêmement stratégique et important, puisque le groupe, vous le savez, qui était la maison mère des plus beaux actifs, ou en tout cas des actifs parmi les plus beaux des médias et de la culture dans le monde. On pense à Universal Music Group, au groupe Canal+, Lagardère, Prisma Media, Havas, Gameloft, fonctionnait très bien, tous nos métiers allaient bien, se développaient, mais malheureusement, le cours de bourse de Vivendi ne reflétait pas vraiment la valeur de nos actifs, ce qui nous empêchait de pouvoir nous développer comme on le souhaitait en investissant ou en levant du capital. Et cela était dû à un phénomène qui est bien connu des investisseurs, qui s'appelle la décote de conglomérat, la décote de holding, qui fait qu'on souffrait d'une baisse de notre valorisation entre 35 et 45%. Et donc le groupe a entamé ce projet de scission pour créer 4 actifs leaders dans leur secteur, de leur donner les moyens de se développer et d'investir dans un monde en pleine transformation. Je commencerai tout d'abord par le groupe Canal+. Le groupe Canal+, qui est un des leaders européens de la télévision payante, qui a annoncé hier un partenariat, une acquisition extrêmement structurante sur laquelle le groupe travaillait depuis plus de 5 ans, qui est l'acquisition du groupe MultiChoice en Afrique du Sud, qui fait passer le nombre d'abonnés de 25 à 40 millions à travers le monde. Ce groupe dirigé par Maxime Saada que vous connaissez, d'ailleurs il y a beaucoup de représentants de Canal+ aujourd'hui que je salue, signe ainsi une entrée dans la cour des grands qui lui permet de travailler de manière plus concurrentielle contre les Netflix, les Disney+, Paramount+, Warner, etc. Non, parce qu'il y a plein de questions. D'accord, donc je vais très vite alors. Donc voilà, le groupe Louis Hachette Group quand même, je le mentionne. Voilà, parce qu'il y a aussi beaucoup d'amis d'Europe 1 aujourd'hui et du groupe Lagardère ainsi que du groupe Prisma que je salue. Leader dans l'édition, vous connaissez les maisons Grasset, Calman Levy, Stock, Fayard et Albert René. D'ailleurs, le lancement d'Astérix à la fin de l'année que je vous encourage à découvrir. Havas, évidemment, et le groupe Vivendi qui gère 6 milliards d'euros d'actifs dans le monde. Question suivante, Laurent Dassault du groupe Dassault. Oui, bonjour Yannick, on se connaît. J'ai même connu ton père et ton grand-père. De quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? De ton nom ou de ce que tu fais dans le groupe? Écoute, merci Laurent, et je salue ta présence au conseil d'administration de Vivendi et l'amitié entre nos familles depuis toutes ces générations. Moi, je suis fier évidemment des deux, puisque les deux sont indissociables quand on travaille dans un groupe familial éponyme. Dans mon cas, les deux choses doivent se compléter, à la fois assumer et être fier de son héritage. Moi, dans mon cas, c'est très facile, puisque le groupe a 200 ans d'existence et des très grands succès à l'actif de la France, tant sur le plan évidemment business, mais également sur le plan moral ou sur le plan militaire ou même politique. Et de ce que je fais, moi je considère que j'ai beaucoup de chance de pouvoir diriger aujourd'hui, accompagné d'équipes merveilleuses, le leader européen de la culture et de l'entertainment. C'est évidemment une chance formidable. Donc les deux sont totalement indissociables. Question suivante, Nelson Montfort, France Télévisions. Alors j'ai raté le match hier soir, je ne peux pas en parler. Moi aussi, cher Yannick, donc tu me diras le résultat. Alors justement, comme je n'avais pas spécialement préparé, Yannick, aujourd'hui, Canal est très investi dans le sport, dans le football en particulier, mais pas dans le championnat de France de football. Dans la Coupe d'Europe, mais pas dans le championnat de France de football. Est-ce que c'est un non définitif ou est-ce que c'est encore quand même dans vos plans? Tu parlais de Maxime Saada qui est très présent naturellement dans le sport en général. Est-ce que c'est encore quelque chose à laquelle vous réfléchissez? Je rappelle qu'il y a évidemment la concurrence de beIN Sport et de la nouvelle chaîne qui s'appelle Ligue 1 Football, quelque chose comme ça. Voilà. Écoute, merci Nelson de ta question. Évidemment, le sport est une composante intégrale du succès de Canal+. C'est sport, cinéma, série principalement. Le sport Canal+ s'est beaucoup développé dans d'autres sports que la Ligue 1 ces dernières années, notamment en réaction aux différents appels d'offres. On peut citer
la Formule 1, la Moto Grand Prix, évidemment le rugby. Sur le football, Canal+ est très présent avec la Ligue des Champions. Et Canal+ aurait souhaité trouver un accord avec la Ligue 1. On a d'ailleurs échangé beaucoup cet été avec Maxime Saada, qui était tout proche d'un accord. Et c'est plutôt en réalité au dernier moment la Ligue 1 qui n'a pas souhaité trouver d'accord avec Canal+. Question suivante, Christian Courtin-Clarins, président des Cosmétiques Clarins. Pardon, merci. Bonjour Yannick. Avec tout ce que tu nous as dit, j'ai une question un peu bateau, mais il faut que je te la pose. Qu'est-ce que tu penses de la liberté de la presse aujourd'hui ? Écoute, c'est une question évidemment fondamentale. Je salue la présence de nombreux journalistes dans cette salle, des journalistes de chez nous, mais également des journalistes chez nos confrères. Je pense qu'évidemment la liberté de la presse est essentielle au fonctionnement d'une démocratie. Ce que je peux te garantir, c'est que chez Canal+, chez Lagardère, au travers de nos médias, CNews, Europe 1, Journal du Dimanche, de tous nos magazines de Prisma, tous nos journalistes sont extrêmement libres, indépendants, et ils continueront de le rester pour les années qui viennent. Question suivante, Isabelle Gounin-Lévy, LCI, Groupe Bouygues. Oui, bonjour à tous. En tant que patron, qu'est-ce que vous pensez de la situation politique et économique actuelle et des solutions proposées, comme par exemple la mise en place de la taxe Zuckman? Oui, alors c'est une question très large. En tant que chef d'entreprise, évidemment, on suit les défis macroéconomiques et géopolitiques, en France, mais également ailleurs dans le monde, puisque la France pèse environ 20% de nos chiffres d'affaires, ce qui veut dire que plus des 3/4 sont réalisés à l'étranger. Donc la France est marquée évidemment par une instabilité politique majeure depuis l'été dernier, la dissolution, ce qui crée en réalité un climat d'incertitude très fort chez les patrons. Et dans l'incertitude, c'est très compliqué pour des investisseurs, pour des patrons, de se projeter dans l'avenir. Et quand on ne peut pas se projeter, on décale les investissements, on gèle des projets, ce qui n'est évidemment pas très bon sur le long terme. Donc évidemment, je milite comme l'ensemble du patronat français pour trouver très vite des solutions pérennes, et en tout cas qu'on connaisse les règles du jeu pour les années à venir. Au niveau international, l'instabilité est venue évidemment de l'annonce début avril des tarifs, qui a pris beaucoup de monde de court, même si ça avait été annoncé dans le programme du président américain, qui touche les entreprises de manière un peu différente. Certaines entreprises comme les nôtres ne sont pas réellement touchées, ou en tout cas pas directement, peut-être de manière indirecte, mais d'autres entreprises, beaucoup de nos partenaires, de nos clients, de nos amis sont très touchés par ces tarifs et un changement de paradigme mondial. Après, plus précisément sur la taxe Zuckman, au départ, pour vous faire une confidence, je ne sais pas si je peux prendre 2 minutes, Harold, là-dessus. Moi, j'ai regardé cette taxe et c'est vrai que je prenais ça un peu d'un revers de la main, puisque j'avais commencé à faire des calculs. Déjà, ça concerne très peu de gens. Et puis, si les gens concernés, on parle de 1800 personnes, je ne sais même pas si c'est exact, mais disons comme ordre de grandeur, devaient payer 2% du capital de leur entreprise chaque année. Déjà, ils ne pourraient pas, c'est-à-dire qu'ils devraient donner 2% de leurs actions à l'État. Ça marcherait une seule année. L'année d'après, évidemment, ils prendraient des dispositions différentes. On ne peut pas donner 15 à 20% de son capital en 10 ans. Et donc je pense que c'est une taxe qui n'est pas applicable, mais qui a une vertu, qui a 2 vertus principales, et c'est là où je trouve qu'il y a un côté assez génial. C'est un peu du Trumpisme, si vous voulez, quand vous annoncez 200% de tarifs avec des pays, c'est que ça vous permet d'atterrir à des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, par exemple un retour de taxes qui avait disparu, et puis ça permet aussi de ne pas se focaliser sur les dépenses. Je ne crois pas, et je pense que beaucoup de patrons sont d'accord avec moi, je ne crois pas qu'il y ait un vrai problème de recettes en France, de recettes fiscales en France. S'il y a des abus, il faut gérer les abus, il y a des lois fiscales pour ça, et je pense que le vrai sujet de la France, malheureusement, c'est de gérer aussi ses dépenses. Encore 2 questions, parce que je commence à avoir un petit creux. Bernard de la Villardière. Bonjour Yannick. Une question au piège, bien évidemment. Est-ce que vous pensez que le propriétaire ou le premier actionnaire d'un média peut intervenir sur la ligne éditoriale de ce média et même éventuellement faire des éditos, comme l'a fait récemment Rodolphe Saadé dans le journal de la Provence, c'est qui lui a valu un retour de bâton de la Société des journalistes. Alors c'est un débat français, moi je suis plutôt pour, mais je voudrais savoir ce que vous en pensiez. Oui, écoutez, c'est une très bonne question. Alors, moi je ne commenterai pas ce qui se passe chez nos confrères.
En tout cas, je ne crois pas qu'il y ait eu d'édito chez nous de qui que ce soit de la famille, en tout cas Bolloré. Mais ce qui est certain, c'est que si on se dit la vérité, il n'y a pas d'actionnaire ou de représentant de l'actionnaire qui est derrière les journalistes de CNews, Europe 1 ou du Journal du Dimanche pour leur tenir la plume. Nos journalistes sont des grands journalistes. On a la chance d'avoir la présence aujourd'hui de Gauthier Lebret, Jules Torres, Pierre de Villeneuve et d'autres journalistes de chez nous qui sont évidemment complètement libres, indépendants, qui ont leur propre jugement et qui font leur travail en toute indépendance, et on continuera de leur garantir cet espace de liberté, indépendance indispensable au fonctionnement d'un journal. Dernière question, Carole Bellemare du Figaro. Bonjour Yannick, bonjour à tous. Yannick, je voulais savoir, compte tenu du contexte politique actuel et après la cotation de Canal à Londres et de Havas à Amsterdam, Havas qui cartonne d'ailleurs aux États-Unis, est-ce que tu pourrais avoir la tentation de l'exil fiscal? Oui, alors, je rappelle que... merci Carole. Alors, je rappelle, comme j'avais rappelé pendant l'annonce de ces mouvements, que la cotation de Canal+ à Londres ou d'Havas à Amsterdam ne change pas sur la résidence fiscale de ces sociétés, puisque les entreprises payent des taxes corporate, donc l'impôt sur les sociétés, là où réside le management, c'est-à-dire le lieu de prise effective des décisions. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas du tout de sujet en ce qui nous concerne, et pour l'instant, j'ai aucune tentation d'exil fiscal. Je suis évidemment très heureux de travailler en France, je suis très heureux d'habiter en France, et puis j'espère que le gouvernement actuel et que le gouvernement futur, qui sera nommé prochainement, continuera de créer les conditions favorables au développement d'un écosystème sustainable d'entreprises pour à la fois croître et continuer de gagner des parts de marché en France et à l'international. Un grand merci à Yannick Bolloré d'avoir accepté l'invitation du Chinese Business Club.